Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ouverture philosophique. Ouverture philosophique. Collection dirigée par Aline Caillet, Dominique Château, Jean-Marc Lachaud et Bruno Péquignot. Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux originaux sans exclusif d'école ou de thématique. Il s'agit de favoriser la confrontation de recherche et des réflexions, qu'elles soient le fait de philosophes professionnels ou non. On n'y confondra donc pas la philosophie avec une discipline académique. Elle est réputée être le fait de tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines, sociales ou naturelles, ou polisseurs de verres de lunettes astronomiques. Dernière parution. Thierry Houle, Eau et reflet dans la philosophie de Platon 2015. Paul Dubouchet, Tout comprendre avec René Girard Dumois aux grands problèmes actuels, 2015. Jean-Claude Jugon, L'âme japonaise. Essai de psychologie analytique transculturelle, 2015. Michel Fattal, Existence et fatalité. Logo et techné chez Plotin 2015. Yvan Neykov, Le sens du bien. Heidegger, l'interprète de Platon 2015. Jacqueline Marr, Adorno et l'Antiquité. d'Ulysse Amédée 2015. Arnaud Münster, Espérance, rêve, utopie dans la pensée d'Ernst Bloch, 6 conférences, 2015. Guy-François Delaporte, Seconds analytiques d'Aristote, commentaire de Thomas d'Aquin 2015. Antoine Marcel, Éveil bouddhique et corporéité 2015. Jean-Claude Chirolet, Penser la photographie numérique. La mutation digitale des images 2015. François Urvois, La racine de la liberté 2014. Philippe Bayer, La critique radicale de l'argent et du capital chez le dernier Marx 2014. Pascal Bouvier, Court traité d'ontologie 2014. Pascal Godet, Le problème kantien de l'éthique 2014. Présentation. Ce texte est considéré comme la thèse de Nikos Kazantzakis. Diplômé de l'Université de droit d'Athènes, Nikos Kazantzakis poursuit ses études de droit à Paris, à la Sorbonne, tout en assistant aux cours de Henri Bergson au Collège de France. C'est à Paris en 1908 qu'il commence la rédaction de sa thèse qu'il achèvera en 1909, année de sa publication à Héraclion. Comme Nikos Kazantzakis le rapporte dans Lettres au Gréco, c'est de façon inopinée que le philosophe allemand entra dans sa vie. À la bibliothèque, Nikos Kazantzakis fut un jour abordé par une étudiante qui lui présenta le portrait d'un homme lui étant fort ressemblant, Friedrich Nietzsche. Comprenant qu'il n'avait jamais rien lu de ce philosophe, la jeune femme lui tendit un exemplaire d'Ainsi parlait Zarathustra. Et ce fut pour lui, la révélation. Le sort réservé à cette thèse reste mystérieux. Par ce texte, Nikos Kazantzakis espérait obtenir un poste à la faculté de droit d'Athènes, ce qui ne s'est pas concrétisé. Cette thèse est absente des archives de l'université, accréditant l'hypothèse qu'elle ne fut pas validée, voire que le futur auteur d'Alexis Zorba ne fut pas même autorisé à la soutenir, ses idées étant non conformes au conservatisme de l'époque. Le texte original, suivant la norme académique en vigueur en ce début de XXe siècle, est rédigé en katarvoussa ou langue purifiée, proche du grec ancien. En 1908, les conventions rédactionnelles étaient moins strictes qu'aujourd'hui. La traduction de cette thèse nous a ainsi confrontés à une difficulté majeure. Nikos Kazantzakis n'indique les références que de 3 des nombreuses citations utilisées pour étayer son propos. Nous avons donc procédé à un minutieux travail de recherche, afin d'identifier les différents extraits d'œuvres qui jalonnent cette thèse. Les citations que nous ne sommes pas parvenus à identifier et dont nous n'avons pu fournir de traduction française déjà publiée, sont indiquées dans les notes de bas de page par la mention « Notre traduction ». Nous avons traduit cette thèse en binôme en 2004, puis Bénédicte Ardouin s'est attaché à reprendre entièrement la traduction qui a été finalisée en 2015. Les traducteurs. 1. Avant-propos. Rarement un philosophe aura suscité une telle admiration et dans le même temps, une telle critique que Nietzsche. D'une part, des disciples fanatiques le placent au rang des plus grands philosophes, considérant son enseignement comme le salut enfin apparu pour purifier l'horizon spirituel de l'humanité contemporaine du mensonge, de l'hypocrisie, de la petitesse et lui conférer un objectif qui soit digne d'elle.
D'autre part, de nombreux détracteurs l'insultent et le raillent, accusant d'extravagance et de cynisme ce philosophe qui, selon eux, recouvre les platitudes et les contradictions d'un style lyrique éblouissant qui trompe et qui aveugle. Le jugement impartial sur Nietzsche est devenu encore plus difficile, du fait de l'inconduite et de la frivolité de certains de ses adeptes qui, comme cela arrive toujours, se sont mépris sur le sens véritable du prêche du maître et sont misérablement devenus tantôt des démocrates anarchistes, tantôt des despotes monarchistes souvent grotesques et dédaigneux des lois, voire des sceptiques ou des surhommes soi-disant esthètes. Cette confusion et cette mauvaise interprétation résultent, d'une part, de l'étude superficielle et sporadique de certaines œuvres de Nietzsche et d'autre part, de l'étude complète de spécialistes ayant fréquemment omis d'observer deux éléments essentiels sans lesquels l'enseignement nietzschéen est incompréhensible. A. L'époque de Nietzsche. B. Son caractère et sa vie. Tout philosophe, poète ou artiste, aussi sublime et avant-gardiste soit-il, est toujours le fruit de son époque. L'auteur ou l'artiste absorbe, compose, systématise et formule par le biais de ses œuvres ce qui gravite, fragmenté et instructuré, dans l'atmosphère spirituelle. Il est donc nécessaire de connaître l'époque de Nietzsche, ainsi que les idées et les tendances de cette époque. Car c'est en observant le processus par lequel il est parvenu à reformuler ces tendances, et en dissociant son apport propre que nous pouvons mesurer la valeur du philosophe. Mais cela est insuffisant. Outre l'analyse de l'époque, nous éprouvons le besoin d'examiner le caractère et la vie de l'homme synthétique, artiste ou philosophe. Si l'art est une externalisation d'une idiosyncrasie totalement subjective, il en va de même, selon Nietzsche, pour la philosophie. D'après lui, la philosophie n'est pas un système objectif et abstrait existant en dehors de la pensée du philosophe, mais le reflet vivant de la subjectivité du philosophe, l'expansion et la systématisation de ses caractéristiques et de ses tendances, en un mot, l'objectivation de sa subjectivité. Nous n'attendons qu'une chose du philosophe, qu'il nous révèle la genèse de la découverte de ses caractéristiques et de sa fougue, et son cheminement pour accéder à la paix intérieure et à une vie harmonieuse. C'est ainsi qu'il aidera ses disciples qui, par des méthodes semblables, suivant leur idiosyncrasie, atteindront le même objectif. Et effectivement, l'enseignement de Nietzsche n'exprime rien d'autre que l'histoire tourmentée de son âme qui, après tant de tempêtes, recherchait toujours la sérénité et la lumière. Il est donc totalement impossible de comprendre cet enseignement sans étudier au préalable, non seulement l'époque, mais aussi le caractère de Nietzsche. Aussi, avant même d'aborder la partie principale de notre étude, s'avère-t-il nécessaire d'examiner ces deux points. A. L'époque de Nietzsche et notre époque. B. Le caractère et la vie de Nietzsche. A. L'époque. Aucune autre époque que la nôtre ne fut aussi féconde en création, en subversion et en quête forcenée d'un idéal stable satisfaisant les besoins matériels et spirituels de l'humanité pensante et agissante. L'idole d'hier, quelle qu'elle fût, est aujourd'hui ébranlée et s'effondre. À sa place est érigée une nouvelle idole qui connaîtra le même sort funeste. Ainsi, après la chute de Napoléon Ier, les peuples épuisés par de longues guerres dévastatrices, effarés par les jeux du destin sans précédent apparus avant eux sous la forme de la divine providence et de la némésis, se regroupèrent sous l'aile réconfortante de la religion, réclamant soulagement et paix. Toutefois, ce retour à la religion ne fut que sentimental et littéraire, résultat d'un découragement et d'un abattement momentané. Une autre idole, vers le milieu du XIXe siècle, surgit triomphalement à l'horizon de la conscience humaine, porteuse de riches promesses, laissant présager la résolution de tous les problèmes ainsi que la satisfaction juste et équitable de tous les besoins, la science. Elle fut saluée avec un enthousiasme effréné par les beaux esprits, comme la nouvelle et dernière religion de l'humanité. Mais cet enthousiasme fut de courte durée. Les philosophes et les utopistes essayèrent en vain de bâtir sur la nature révélée par la science un nouveau régime religieux, économique et politique. En soulevant le voile sacré d'Isis, la science rendit inconciliable l'idéal d'amour et de fraternité rêvé et poursuivi jusque-là par l'homme, et l'idéal que semble poursuivre la nature. L'abîme entre la morale et les sciences de la nature fut alors de plus en plus terrifiant. Pour la pensée humaine, la nature s'avère profondément immorale et monstrueuse. C'est une marâtre sans pitié avec les faibles,
une puissance aveugle, féroce et destructrice envers la création, laquelle disparaît et renaît à l'infini. Ce que l'homme considérait jusqu'alors comme noble et moral apparut soudain contraire aux lois de la nature. Dès lors il fut en proie à une angoissante question. En tant qu'être vivant, l'homme doit-il, est-ce vraiment moral? Se soumettre aux lois du reste de la nature dont il est une infime particule? Ou peut-il et doit-il faire exception? La combinaison des lois de la nature et des lois morales étant impossible, en dépit de toutes les tentatives philosophiques. De cette source duale des lois jaillissent les deux grands courants, tous deux tumultueux mais aussi contradictoires, de la pensée contemporaine. Même la science n'apparaît plus tel un conciliateur ou un recours. C'est en vain que les hommes attendirent d'elle le pourquoi des choses. Ainsi il leur était peut-être possible de choisir et d'adopter cette autre conception. La science explique le comme mais non le pourquoi. La fameuse théorie darwinienne, qui apparut comme la réponse aux questions angoissées que l'humanité adresse depuis toujours à l'inconnu, annihila tout espoir. Cette théorie montre l'adaptation, les manœuvres et les combinaisons ingénieuses mises en œuvre par la nature afin de surmonter les obstacles rencontrés en chemin, mais elle est incapable d'expliquer la cause de l'évolution ainsi que son but. Les irrégularités du chemin, le fait de les dépasser ou de les contourner, n'expliquent en rien le début et la fin du chemin, l'adaptation n'explique aucunement l'évolution. Ainsi la critique implacable se mit à analyser, à saper et à renverser la science. Des philosophes et des savants contemporains tels que Bergson, Poincaré et Leroy en France, Peirce et James, Pragmatism 1906, aux États-Unis, le professeur Schiller en Angleterre, Humanism 1906, accusent la science de n'être capable de répondre qu'à des questions de second ordre, d'utilité pratique et de progrès matériel. Face à l'impuissance de la science à tenir ses promesses, ils en proclament avec Brunetière la faillite. Et s'ensuivit une anarchie spirituelle sans précédent dans l'histoire. Les idées du passé, de même que les systèmes, les lois et les mœurs, étaient toujours en vigueur lorsque leurs bases furent ébranlées et renversées par l'analyse et la critique contemporaine. La contradiction dans la vie de l'homme moderne est désormais insupportable. Il se soumet à des lois auxquelles il ne croit plus du tout et suit des règles de vie établies par des conceptions aujourd'hui renversées et reconnues comme fausses. L'homme n'est toujours pas parvenu à trouver les dogmes issus de cette nouvelle conception du monde, sur lesquels il construira les nouvelles idées du droit et de la morale, de la loi et des mœurs. Nous voici donc dans une phase incertaine et transitoire. La science qui sut détruire le temple en 3 jours s'avéra jusqu'ici incapable d'en ériger un nouveau. Les symptômes malsains de cette situation ressemblent incroyablement à ceux de l'époque des sophistes, au temps du déclin du monde grec ancien. Aujourd'hui comme hier, l'esprit humain, après avoir nié et détruit les idoles de son culte et de son enthousiasme, attend dans l'angoisse une autorité morale pouvant mettre fin à l'anarchie et à l'hésitation. Aujourd'hui comme hier, nous sommes confrontés à la négation, à l'épicurisme, au pessimisme et au cynisme. Nous sommes face au désespoir absolu, au manque de rigueur, au rejet de l'ordre social. Un malaise croissant, signe avant-coureur d'un cataclysme, menace de renverser la société contemporaine ainsi que l'État dont les fondements pourris doivent être remplacés. Cependant, ce qui rend notre époque encore plus terrifiante, c'est que cette anarchie et ce malaise ne se limitent pas comme sous l'Antiquité à la seule classe supérieure, mais plus anarchique et inquiétant, infiltre et enserre toutes les couches sociales. Les responsables ? L'éducation obligatoire, les assemblées, les livres, les incitations de démagogues inconscients et d'utopistes dangereux, sous le prêche desquels les ouvriers, les pauvres, les victimes d'injustice, les laissés-pour-compte se rassemblent et se regroupent en syndicats, en sociétés, en partis politiques et en groupes économiques. Ils avaient le besoin et le désir impérieux de redresser la situation, et le vote universel leur donne aujourd'hui le pouvoir d'assouvir ce désir et ce besoin. Et la satisfaction est totale, puisqu'aucune autorité supérieure ne peut entraver ou effrayer la foule contemporaine. La masse informe, polymorphe et toute puissante se mobilise et s'agite dans toutes les couches sociales, de plus en plus courroucée par les haines passées, armée des théories actuelles et dépourvue des peurs liées à la vie après la mort et du réconfort des promesses de celle-ci. Aujourd'hui, les instincts ne sont pas bridés par une récompense ou une punition future. Il se dessine donc une époque exagérément opposée à tout frein spirituel. Nous remarquons d'une part, une tendance à la concentration matérielle et d'autre part, un éparpillement spirituel fort et néfaste.
Cela est inédit dans l'histoire des peuples. Jusqu'alors, y compris sous l'Antiquité et au Moyen Âge, une autorité religieuse ou politique imposait sa pensée, sa religion et sa morale à l'ensemble de la population, par ailleurs libre de disposer de son travail et de sa production. Aujourd'hui, l'État entend réglementer et prendre en charge dans la mesure du possible le commerce, l'industrie, la production matérielle, laissant dans le même temps à l'individu la liberté d'opinion et de culte. À l'époque, l'expression spirituelle était soumise et l'expression matérielle était libre. Aujourd'hui, l'expression matérielle est soumise et seule l'expression spirituelle est libre. Mais si cette liberté absolue de l'esprit est un admirable instrument de révolte, elle est en tout point inutile en matière de reconstruction. Elle fut bénéfique au XVIIIe siècle, siècle de négation et de destruction, mais dangereuse et néfaste au XIXe et XXe siècle, lorsque le besoin de reconstruction se faisait chaque jour plus impératif et plus pressant. Par conséquent, en cette période de bouleversement et de tentatives de construction, de nombreux sophistes, agitateurs, rêveurs et créateurs virent le jour. En Angleterre, le plus audacieux fut Richard Owen qui créa aux États-Unis New Harmony, une utopie qui se solda par un échec retentissant. En France, ce fut Saint-Simon avec l'unité mondiale basée sur la capacité et le travail, Comte avec sa religion de l'humanité basée sur la science et l'amour, et Fourier avec sa phalange qui prévoyait que le profit soit distribué en fonction du capital, du travail et du talent. En Allemagne, Strauss, Feuerbach et Stirner s'emparèrent du champ religieux et moral. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.